Bonjour à tous et à toutes. Merci Isabelle de m'avoir permis de présenter ce sujet qui me tient fort à cœur. Et je vais donc le présenter en binôme, ce sera le troisième binôme de la journée, avec Kevin Benteja, qui est enseignant en activité physique adaptée. Donc il m'a déjà tiré les oreilles tout à l'heure parce que j'ai dit coach sportif, donc ça n'a rien à voir, mais il vous expliquera ce que c'est un enseignant en activité physique adaptée. Et je vais vous faire, pour ce qui me concerne, un petit rappel sur des choses que vous avez peut-être déjà entendues ce matin, le muscle, les liens entre l'activité physique, le déclin de la maladie rénale, la mortalité, etc. Et puis, Kevin présentera une partie plus pratique, plus mise en pratique, pour voir comment on fait un petit peu à la Maison du Rhin à Bordeaux. Donc, l'activité physique au cours de la maladie rénale chronique, donc on sait très bien que chez les dialysés, il y a une très importante sédentarité. Vous vous souvenez peut-être de cette étude pas à pas qui avait été faite en 2015 de mémoire et qui permettait de comptabiliser le nombre de pas des patients hémodialysés avec le port d'un podomètre. C'était une étude vraiment très très simple qui avait permis de montrer que la médiane du nombre de pas quotidiens chez nos dialysés en France, donc c'était multicentrique, il y avait une représentativité bonne de la population des dialysés français, la médiane était donc à 3600 pas par jour, ce qui est quand même pas énorme. Qu'en est-il des patients affectés de maladies rénales chroniques et qui ne sont pas encore dialysés? Alors il y a moins de choses en fait dans la littérature sur l'activité physique au cours de la MRC. Donc j'ai choisi ce travail de Wilkinson. Alors Wilkinson, c'est quelqu'un qui a pas mal publié sur le muscle et sur l'activité physique, mais sur le muscle en particulier. Et d'ailleurs, il a été aussi cité tout à l'heure par le docteur Christol, je crois, dans certaines de ses diapositives. Donc, cette étude observationnelle, donc sur 17 sites anglais, ce sont des patients qui ont tous les stades de la maladie rénale chronique, qui ne sont pas dialysés. Il y en a un peu plus de 5500. Et ils ont été inclus, en fait, dans un travail d'observation entre 2012 et 2018. Et l'activité physique chez ces patients était estimée par le GEPAC, qui est donc un questionnaire de pratique de l'activité physique qu'utilisent volontiers les enseignants en activité physique adaptée. Donc c'est une activité physique qui est déclarée, c'est ça que je veux dire, c'est un questionnaire. Et donc ils ont regardé dans les différents stades de la maladie rénale chronique, et puis ils ont également regardé chez les dialysés, hémodialysés, dialysés péritonéaux et les greffés, mais ici on parle de la maladie rénale chronique, et on voit clairement que au fur et à mesure qu'on avance dans les stades de la maladie rénale chronique, eh bien, on a une proportion de patients inactifs, donc inactifs, c'est ceux qui sont en noir, de plus en plus importante. Vous avez donc là 4 catégories qui découlent en fait de ce GEPAC. Vous avez les inactifs, modérément inactifs, modérément actifs et actifs. Donc on voit clairement cette baisse de l'activité physique au fur et à mesure que le débit de filtration glomérulaire décline. Et puis, ils ont regardé d'un petit peu plus près, en fonction des types d'activités physiques, que ce soit le vélo, la marche, ce qu'on peut faire comme travail à la maison, donc le ménage, etc., s'occuper des enfants, et le jardinage. Et on voit que pour chacune de ces activités, ces types d'activités, en fait, on retrouve cette même diminution de l'activité au fur et à mesure que la maladie rénale progresse. Donc, ils sont inactifs et ça s'aggrave plutôt avec l'évolution de la maladie. Et on a pas mal parlé ce matin des causes, en fait, de cette baisse d'activité. Je crois que le point central, ça nous a bien été rappelé, c'est qu'il y a une baisse de la synthèse protéique musculaire et une augmentation de la protéolyse. Donc, on en fabrique moins et on en détruit plus. Et tout ceci est dû, on le sait maintenant quand même originellement, à des anomalies qui sont au niveau du muscle lui-même. Le muscle de l'insuffisant rénal, il est atrophique. On vous a montré des images où on voyait de la myofibrose, donc de la fibrose dans le muscle.
On vous a montré des images, je crois que c'était Stanislas Bataille, de la myostéatose, donc l'infiltration par les fibres musculaires par de la graisse. Et puis Stanislas nous a également parlé des anomalies, par exemple de la myostatine ou de l'irisine, je ne me souviens plus ce que c'était l'autre, myostatine qui augmente au cours de la maladie rénale chronique. Il y a aussi des anomalies au niveau des mitochondries qui réparent moins bien le muscle. Donc tous ces éléments aboutissent finalement à une destruction augmentée et une synthèse diminuée. Et puis il y a tous les facteurs qu'on répète à chaque fois et qui aggravent cette situation ou qui participent à cette situation. C'est le stress oxydatif, l'inflammation, je viens de vous parler de la dysfonction des mitochondries, et puis il y a aussi les toxines urémiques, je pense que Ziad nous en parlera tout à l'heure, l'insulinorésistance, l'acidose métabolique, on en a également parlé ce matin, le déficit en vitamine D, etc., etc. Donc le muscle n'est pas très en forme, et de plus, le patient a une mauvaise tolérance à l'exercice. Donc il a des troubles de fonction cardiaque, je ne vais pas rentrer dans les détails, une dysfonction endothéliale, des artères qui sont plus rigides, et tout ça fait qu'il tolère en plus moins bien l'exercice physique. Et puis il y a tous ces facteurs autres que je n'ai pas encore cités, qui peuvent être l'anorexie, la dépression, l'absence de motivation, etc., etc. Et donc on aboutit à ce cercle, enfin c'est pas un cercle, mais c'est une cascade délétère avec des anomalies du muscle, sarcopénie, ensuite qui découle sur des anomalies du fonctionnement musculaire, et puis un handicap, on pourrait traduire ça comme ça, et tout ça évidemment participe à la fragilité des patients et à la mortalité. Donc une autre façon de le montrer, parce qu'il est trop beau ce schéma là, qui résume bien tout, de Stenwinkel, mais vous voyez qu'on retrouve au centre toujours ce déséquilibre entre la synthèse protéique et la dégradation qui est augmentée, avec tous les éléments qui peuvent intervenir, favoriser ce mécanisme délétère et aboutir finalement à une baisse de la masse musculaire. On a vu que ça ne suffisait pas, il y a aussi une baisse de la force, et tout ça aboutit à du handicap, de la morbidité et de la mortalité. Alors, comment ça se traduit sur le plan de la mesure? Comment concrètement on s'aperçoit de ça? Donc, quelques études pour illustrer ça. Ici, c'est, vous voyez, la diminution des capacités d'exercice appréciée par la VO2 max. Donc, tout le monde connaît la VO2 max. Et là, les patients ont été étudiés, donc il y a plusieurs études, hein, vous voyez, versus des patients sains, enfin versus des contrôles qui n'ont pas de pathologie. Et donc leur VO2 max ici, elle est exprimée en pourcentage par rapport à ce qu'on attendrait chez un sujet sain de même caractéristiques. Et vous voyez qu'en fonction de toutes ces études-là, on retrouve toujours un pourcentage de VO2 max qui est plus bas que dans la population normale, hein, et ça va de 45 à 63%. Donc il y a clairement une diminution de la capacité d'exercice chez ces patients dans toutes les études. On peut voir aussi qu'il y a une diminution des performances physiques. Donc vous avez entendu parler tout à l'heure du SPPB, donc je pense que Kevin en reparlera tout à l'heure aussi. Ce score qui permet, qui est un agglomérat de différents tests, tests à la fois de marche, d'équilibre, etc., qui permet de donner un score, qui permet de classer les patients. Et donc là, c'est dans la Crick Study. Ce sont des patients qui ne sont pas extrêmement insuffisants rénaux. Vous voyez que le GFR, le DFG est à 49 en moyenne, des gens qui ont 65 ans en moyenne. Et on voit que chez ces patients MRC, le SPPB, donc le score, est plutôt aux alentours de 9, mais qu'il n'est pas normal. Avec surtout, on le voit sur cette partie du travail, une diminution du score au fur et à mesure, encore une fois, que la maladie rénale progresse, et donc un score SPPB qui diminue au fur et à mesure que le DFG diminue. Donc on retrouve la même chose que tout à l'heure sur ce score aggloméré qui permet d'évaluer un peu toutes les fonctions physiques globalement. Alors, on peut se poser la question, ça a été un petit peu abordé ce matin, aussi des liens entre l'activité physique
et le déclin du débit de filtration glomérulaire. C'est quand même intéressant aussi. Et là, c'est un travail avec de la Mayo Clinic qui montre une cohorte extrêmement importante, puisque vous voyez, on a plus de 500 000 participants. Ce sont des gens qui ont des screenings de santé sur plusieurs années. Là, ça s'étale entre 1996 et 2017, des gens de plus de 20 ans. Et parmi tous ces patients suivis, eh bien, 2520 ont été mis en dialyse ou ont été greffés. Donc, c'est ceux-là qui ont intéressé le travail qui est présenté ici. Et ils ont été classés, ces patients, en 5 catégories en fonction de leur niveau d'activité physique mesuré en mètres par heure et par semaine. Mètres-heures par semaine. Et donc là, ils ont pu voir sur cette importante cohorte que le groupe le plus actif avait 12% de risque de moins d'insuffisance rénale chronique terminale par rapport à un groupe qui n'a pas d'activité physique, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que ça a été ajusté, et que dans une même catégorie d'activité physique, donc parmi ces 5 catégories, on voyait qu'en plus, si l'activité physique était de forte intensité, les personnes étaient encore plus protégées. Et c'était encore plus net chez les hommes jeunes et chez les patients affectés d'hypertension, de diabète ou de dyslipidémie. Donc on voit, en suivant ces personnes sur plusieurs années, que l'activité physique, surtout si elle est intensive, a protégé un certain nombre de patients d'un déclin de leur fonction rénale. Une autre étude qui montre ça au stade précoce de la maladie rénale chronique, donc c'est une plus petite étude, hein, mais l'intérêt c'est que c'est une étude qui est randomisée, contrôlée, multicentrique. Là, elle s'intéressait à des patients âgés, certes, mais nos patients sont âgés, avec là encore un niveau de filtration glomérulaire plutôt confortable. Hein. Donc c'est vraiment des stades précoces de la maladie rénale chronique. Hein. Et ils ont proposé à ces personnes soit d'avoir simplement des petits conseils d'éducation à la santé, soit d'avoir des conseils d'éducation à la santé, plus un petit programme d'activité physique qui était surtout de la marche. Hein, on ne leur a pas fait faire des trucs extraordinaires. Et puis un peu de renforcement musculaire et un peu de souplesse. Et ils ont été suivis, ces patients, pendant 2 ans. Et alors, ce qu'ils ont regardé, là, c'est le déclin du débit de filtration glomérulaire et aussi le nombre de patients qui déclinaient rapidement. Et pour ces deux critères, le fait d'être dans le groupe exercice permettait d'avoir un déclin de la fonction rénale moins important et d'avoir un risque de déclin rapide moins important également. Donc, chez ces patients, c'est un groupe, j'en conviens, qui est très particulier. Ce sont des sujets âgés, ce sont des sujets qui ont une fonction rénale relativement conservée, mais on voit que même si le bénéfice est modeste, même chez ces patients-là, eh bien, de leur faire de l'activité physique, ça permet de ralentir le déclin de leur fonction rénale. Et à l'inverse, dans les stades tardifs de la maladie, donc ici c'est une analyse post-hoc, cette fois-ci d'une étude randomisée contrôlée, c'était des patients stade 4, donc des stades plus avancés, qui avaient un programme à domicile et on regardait la pente du déclin de DFG avant le programme, pendant le programme et ensuite après la fin du programme. Et ce que ça montrait, c'est cette ligne ici. Là, vous voyez le DFG dans le groupe contrôle et ici dans le groupe exercice, pardon. Dans le groupe contrôle et dans le groupe exercice, donc avant exercice, pendant la période exercice et après. Et on voit que ceux qui avaient l'exercice avaient une pente de perte de DFG qui était moins importante que ceux qui n'en avaient pas. Voilà, donc il y avait une amélioration significative du DFG entre pré-exercice et mid-exercice, période, et qui malheureusement s'atténuait par la suite, mais en tout cas, pendant qu'ils faisaient de l'exercice, ils déclinaient moins leur fonction rénale. Donc on voit que, si on résume tout ce que je viens de dire, que quand la maladie rénale progresse, le niveau d'activité physique baisse, et que la maladie rénale s'aggrave plus rapidement en absence d'activité physique. Donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut absolument arriver à casser.
Et à l'inverse, on sait que moins de sédentarité permet de ralentir le déclin du débit de filtration glomérulaire. Donc c'est vers ce cercle vertueux qu'il faut arriver à évoluer. Alors, le critère le plus fort, on dirait, c'est la mortalité. Donc là, quelques études qui montrent qu'il y a un lien aussi entre activité physique et mortalité. Donc ici, ce sont des travaux sur de l'activité physique qui est autodéclarée. Je fais toujours le distinguo. Vous verrez, après, il y a une étude avec de l'activité physique mesurée. Là, c'est autodéclaré. Donc c'est là encore des gens qui remplissent des questionnaires. Ils déclarent ce qu'ils font, mais bon. Et qui montrent le bénéfice qu'on a à avoir une activité physique sur la mortalité. Il faut se rappeler quand même qu'en 2012, dans les cas d'IGO, ce qu'on disait, c'était qu'il fallait encourager les patients avec insuffisance rénale chronique à faire de l'activité physique, mais c'était du 1D. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était avec un niveau de preuve qui n'était pas extrêmement fort, avec un D, et qu'on est 10 ans plus tard, maintenant, bientôt 11, et il y a plein d'autres papiers qui sont sortis. Là, c'est pareil, on peut pas les citer tous, mais sur ces deux-là que je vous ai présentés, on voit clairement que dans cette étude ici, où on compare les gens qui marchaient les gens qui marchaient pas versus les gens qui marchaient, vous voyez que la courbe de mortalité de ceux qui marchent, elle est bien en dessous de ceux qui ne marchaient pas. Et le recours à le remplacement, la dialyse, quoi, la courbe est également en dessous pour les patients qui marchaient. Donc on voit qu'il y a un lien entre la faible activité physique et la mortalité dans ces stades-là. C'est des stades assez variés, de 1 à 5. Et puis dans cette étude ici, qui est une étude où on a regardé aussi une activité très simple, qui est une activité de marche. Alors, j'insiste sur le côté très simple, parce qu'un des messages à retenir, c'est que même pas grand-chose, même un petit peu, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc marcher, c'est déjà bien. C'est bien mieux que de rester assis. Et donc là, dans ce travail-là, c'est pareil. Il regardait combien les patients marchaient d'heures par semaine. Tenez-vous bien quand même, c'est pas énorme. C'était moins d'une, de 1 à 3 ou plus de 3. La référence, le référentiel, c'était 0 heure. Et on voit que ce soit en résultat brut ou ajusté, il y avait à chaque fois un bénéfice à marcher sur le résultat de la mortalité. Et même chose pour la vitesse de marche, exprimée ici en MPH, où on voit que c'était significativement différent entre les gens qui marchaient et les gens qui ne marchaient pas. Donc, il semble quand même qu'il y ait un rôle bénéfique et protecteur de l'activité physique sur la mortalité des patients MRC. Sur la fonction physique, cette fois-ci mesurée, donc j'ai cité quelques papiers, mais on retrouve la même chose, c'est-à-dire que tous les papiers montrent qu'il y a un lien entre vitesse de marche, les tests du relevé de chaise, là, le stand-up, l'endurance des membres inférieurs et la mortalité dans les maladies rénales chroniques de stade 1 à 5. Avec des tests simples, encore une fois. Donc c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, où vous voyez la probabilité de survie, donc ça marche à l'envers, là. Plus la courbe est en bas, moins bon c'est. Et donc ici, vous avez les gens qui... ici, c'est la vitesse de marche. La survie des patients qui ont une vitesse de marche inférieure à 0,8 mètres secondes, supérieure à 0,8 mètres secondes. Ici, c'est le time up and go, donc c'est le test qu'on vous a montré aussi tout à l'heure, mais je pense que tu remontreras peut-être, Kevin. Donc moins de 12 secondes, plus de 12 secondes. Le test de marche de 6 minutes et la force, le grip. On voit à chaque fois un bénéfice pour ceux qui ont les meilleurs tests. Alors les autres bénéfices de l'activité dans la MRC, en fait, c'est ceux qu'on retrouve en fait dans les recommandations pratiques qui ont été éditées par la Renal Association en 2021. C'est bénéfique sur les glycémies, la résistance à l'insuline, donc ça c'est bien démontré. Ça améliore la pression artérielle, ça améliore la qualité de vie, ça améliore la santé mentale, les symptômes de dépression et l'anxiété, au-delà de tous les autres facteurs qu'on connaît déjà. Donc c'est que bien. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour lutter ?
Alors j'ai juste mis une petite diapo sur l'acidose parce que on en a aussi parlé ce matin et c'est important de rappeler ça. Nos patients qui évoluent dans la maladie rénale chronique développent une acidose métabolique et il faut absolument la corriger parce que c'est quelque chose qui fait pas mal, mais qui effectivement entame le muscle au long cours et il faut expliquer ça à nos patients. Il faut leur expliquer pourquoi on leur donne du bicarbonate. Et on voit ici dans cette étude randomisée prospective, donc elle a cette valeur-là d'être randomisée prospective, sont des patients MRC, stade 3 à 4, qui avaient une bicarbonatémie en dessous de 22. Et on avait un groupe à qui on donnait des soins standards et un autre groupe auquel on donnait en plus du bicarbonate par voie orale avec un objectif de bicarbonatémie entre 24 et 26 et les patients étaient observés sur 6 mois. Donc vous voyez ici les changements de masse maigre, contrôle et patients avec intervention. Donc vous voyez que les patients avec intervention améliorent légèrement leur masse musculaire. J'ai refait la même bêtise. La circonférence du biceps donc, s'améliore aussi chez les patients qui ont reçu du bicarbonate. Et les changements, là encore une fois, en débit de filtration glomérulaire, ça s'améliore plutôt dans ce groupe-là, tandis que dans l'autre, ça décline. Donc c'est pas grand-chose là, et c'est pas une très très longue durée de suivi, mais je trouve que c'était une étude intéressante parce qu'elle est randomisée et prospective, et qu'elle montre que la supplémentation en bicarbonate permet de préserver la masse musculaire de ces patients et d'améliorer leur fonction rénale. Enfin, en tout cas, de moins la perdre. On pourrait parler de tout un tas d'autres éléments, je pense qui peuvent améliorer le muscle de nos patients. Faut, je pense, surtout insister sur toutes les barrières et toutes les difficultés qui se dressent devant les patients et devant nous pour, dès qu'on veut, essayer d'augmenter leur activité physique. Sur cette diapo, en fait, il y a un peu tout ce qui peut être positif, les éléments de motivation, et puis à gauche, tous les éléments qui peuvent constituer des barrières à la pratique de l'activité physique. Dans ce papier, je ne vais pas détailler non plus tous les éléments, parce que vous les connaissez, je pense que les patients vous les racontent, mais ils insistaient bien sur le fait qu'une grosse barrière pour les patients, c'est l'absence de conseils par les néphrologues. Et par les néphrologues ou par les équipes, on va dire en général, mais ils ne se sentent pas assez stimulés pour faire de l'activité physique et qui souhaitent de l'information, de la prescription et des encouragements. Tenez-le pour dit, il faut se mettre au bord et agiter des petits drapeaux pour qu'ils aient envie de faire de l'activité physique. Alors, quelles sont les recommandations ? En fait, ce sont les recommandations, vous les connaissez sûrement déjà. Elles doivent en fait associer du travail qui est du travail aérobie, mais également du travail de renforcement musculaire ici. Et n'oublions pas, c'est très important, le travail de flexibilité, enfin de souplesse et d'équilibre. C'est très très important. Et donc il faut vraiment qu'il y ait les 3 aspects ou les 4 aspects, si vous voulez, de cette prise en charge. C'est pour ça que les études qui disent on a fait que du renforcement ou les études qui montrent qu'on a fait que de l'endurance, etc., c'est bien, c'est toujours bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect plurimodal aussi de l'activité physique. Donc il y a des fréquences conseillées pour l'effet santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais disons que chez nos patients, c'est pas ce que j'ai mis sur cette diapo ici, c'est plutôt ça. Ça peut être une marche tranquille, de la marche nordique, c'est sûr que ça ne va pas être du marathon. Ça peut être des petits exercices avec des chaises, des choses très très simples, mais qui vont renforcer les quadriceps. Voilà. Ça peut être des petits exercices de souplesse comme ça, ou des jeux avec les ballons. Mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est activité qui n'est pas d'exercice en fait, qui sont les activités de la vie courante, que ce soit le jardinage ou promener son chien tranquillement le soir. Ce qui est important de retenir aussi sur les grandes lignes, c'est que un peu d'activité physique, c'est toujours mieux que rien du tout. Ça, c'est un. Que là, c'est rappelé dans ces recommandations, il faut à la fois la force musculaire, mais aussi l'équilibre et aussi la souplesse. Et
bon, après, c'est 150 minutes d'intensité modérée par semaine ou 75 minutes d'intensité plus forte par semaine. Et qu'il faut que les patients insuffisants rénaux soient le moins sédentaires possible parce que l'activité physique est importante, mais le temps de sédentarité est aussi important. Finalement, en fonction du stade, on ne prescrit pas tout à fait la même chose. Ici, vous avez les patients MRC stade 1 à 5. Ici, vous avez les dialysés et ici, les transplantés. Et le niveau d'activité est représenté par rapport à une population normale, je dirais. Et on voit bien que chez les insuffisants rénaux chroniques, on peut quand même arriver jusqu'à 80% sans problème physique majeur, hein, mais on peut viser en tout cas 80% du niveau d'activité de sujet sain. Chez les dialysés, il ne faut quand même pas être trop ambitieux non plus. On est plutôt vers 60-70, voire un peu moins. Et chez les transplantés, on peut de nouveau espérer arriver à un niveau d'activité physique plus important qu'avant leur suppléance. Et on utilise beaucoup l'échelle de perception de l'effort, qui est l'échelle de Borg, qui permet, en fait, c'est comme une échelle visuelle analogique de la douleur, hein, ce qui permet que le patient exprime le niveau de difficulté qu'il rencontre avec l'exercice et qui peut aider ensuite à monitorer, incrémenter l'exercice, augmenter. Et donc au final, si on résume tout ce que j'ai essayé de vous dire, il faut dépister la sarcopénie. Ça passe par des tests simples. J'ai vraiment insisté sur le côté simple, hein. C'est pas des choses très très compliquées pour tester nos patients. Les interroger, c'est le travail de l'enseignant en activité physique adaptée. Il va vous raconter tout ça. Il faut prévenir la sarcopénie, donc il faut commencer tôt. Hein, faut vraiment, les patients MRC, il faut qu'on s'occupe de leur activité physique le plus tôt possible. Et ça doit être dans la politique médicale, c'est-à-dire la politique de l'établissement. 3 points de suspension. Il faut avoir des professionnels de l'activité physique adaptée. On ne fait pas de l'activité physique chez des insuffisants rénaux avec n'importe qui. Il faut des programmes progressifs qui soient personnalisés, puisque, comme je l'ai déjà dit un petit peu, c'est déjà mieux que rien du tout. Et il faut associer donc plusieurs aspects du travail de l'activité physique. Donc, à la Maison du Rhin, vous noterez, ça s'appelle maintenant Maison du Rhin et plus ORAD, Maison du Rhin ORAD Aquitaine. Ça fait à peu près 12 ans là, qu'on fait de l'activité physique. Ça a été mis dans la politique de l'association. Et donc, on a un enseignant en activité physique adaptée. Au début, on n'avait que 2 demi-journées par semaine. Et puis maintenant, on a 3 demi-journées par semaine. Et on a fait différentes choses au cours de ces années. Donc, il y a eu ici des ateliers collectifs qui étaient de la marche nordique dehors. On a commencé surtout par travailler avec les dialysés, puis petit à petit les greffés et les insuffisants rénaux. Et en plus de ces ateliers collectifs, il y a du pédalage perdialytique et puis il y a des programmes personnalisés, individualisés. On a eu la chance d'avoir un parcours de santé construit sur le site du siège en 2013. Mais j'en entends plein là qui doivent se dire ouais, trop bien, tout ça. Et en fait, il n'est pas tellement utilisé par nos patients, ça c'est un peu dommage. Donc là, on touche à la motivation. Depuis 2018, on a rajouté un atelier d'éducation thérapeutique sur l'activité physique adaptée. Et puis on essaie de travailler là-dessus. On a fait un travail en 2019 sur la motivation et l'estime de soi. Kevin a fait pendant le confinement des vidéos en ligne. Et puis là, on a, depuis 2 ans, on est dans la 3e année, initié une étude qui s'appelle Bouge ta dialyse et dont on vous reparlera aussi. Donc je passe la parole à Kevin. Alors, bonjour à tous et tous. Je vais essayer d'être assez rapide du coup. Donc juste dire, reprendre qu'il y a quand même des auteurs qui ont montré qu'il y avait il y a 90 prescriptions d'ordonnances en activité physique et donc activité physique adaptée, dont font partie la maladie rénale chronique et la dialyse. Dire que les programmes en APA à la Maison du Rhin ORAD Aquitaine, ils sont possibles uniquement parce que il y a les personnes qui croient en l'activité physique et en ses bénéfices.
Donc moi, je suis salarié d'une association qui s'appelle le GE APA Santé Nutrition et qui est basée sur le territoire aquitain. Donc il n'embauche uniquement que des enseignants en APA. Dire que voilà, il y a des recommandations nationales et internationales qui abondent dans le sens d'une activité physique pour des personnes atteintes d'une maladie rénale chronique. Mais ça a été dit à de nombreuses reprises. Et maintenant, vous connaissez très bien les effets bénéfiques. Donc tant sur la fonction rénale, comme a pu vous le dire Dr Lasseur, que sur les comorbidités liées à la maladie. Donc là, c'est juste expliquer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de confusion sur ce qu'est l'activité physique adaptée et le sport. Le sport, il y a vraiment ces notions de performance, des notions d'intensité, de blessure, voire de dopage, si on va jusqu'au bout du bout. L'activité physique, c'est tout mouvement corporel, donc exercé par des muscles squelettiques qui permettent d'augmenter la dépense énergétique en regard de la dépense énergétique de repos. Et donc l'activité physique, à l'intérieur de tout ça, c'est une discipline à part entière. Il y a un métier qui existe et donc une carte professionnelle. Donc pour être enseignant en activité physique adaptée, en APA, il faut faire la filière APA de la fac des sports. Donc c'est au minimum une licence qui vous donne accès à une carte professionnelle. Et ensuite, on a aussi un master APA qui nous permet de travailler aussi plutôt sur le niveau de la coordination et du développement de la profession. Donc là, vous avez les différentes descriptions et les missions de l'enseignant en activité physique adaptée. Vous voyez que le communiqué du groupe national, il est très récent. On travaille beaucoup dans la reconnaissance de notre profession. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et on a toujours le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on évalue initialement les capacités fonctionnelles d'une personne. On lui propose un programme adapté à ses capacités pour améliorer et travailler sur ses objectifs personnels. Et on réévalue souvent à distance, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, ces capacités-là pour pouvoir faire un retour et puis valoriser le travail du patient ou de la personne. Donc voilà, donc il y a plusieurs petites choses. Je vais vite. Donc du coup, au niveau de la Maison du Rhin, on a une orientation médicale du patient donc par le néphrologue. Donc il y a aussi un lien avec le CHU, Pellegrin à Bordeaux, qui nous envoie aussi des patients pour faire un suivi en activité physique. Donc on fait un entretien initial avec des évaluations de capacité, donc comme vous allez le voir juste après, et on pose des objectifs en commun donc avec le patient, avec les patients, rythme, fréquence, objectif. Du coup, voilà un petit peu quelle forme ça prend. Donc on a le nom, prénom, voilà, les caractéristiques. Poids, taille, on a les IMC, savoir si la personne dialyse, si elle est greffée, si elle est simplement insuffisante rénale. L'histoire, l'ancienneté, la situation familiale et environnementale, parce qu'on parlait d'activité physique au domicile. On n'a pas le même niveau d'activité physique si on vit dans un appartement avec un ascenseur que si on vit au 3e étage sans ascenseur. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en considération. Connaître un petit peu l'ancienne profession de la personne, parce que ça va donner des indications sur ses difficultés, ses douleurs, ses raideurs articulaires. Un maçon n'a pas les mêmes problématiques qu'une personne qui travaille dans l'administratif. Les troubles associés, donc au niveau articulaire, musculaire, osseux, cardiaque, voir s'il y a des douleurs, on essaie d'évaluer un petit peu ça en fonction des patients, voir le suivi qui peut être mis en place, savoir si elle fume, si elle consomme de l'alcool, la qualité du sommeil, donc on le fait mesurer de 1 à 10, savoir si la personne a un passé sportif, parce que si elle a pratiqué un sport plus jeune, on peut utiliser ce sport-là dans les séances pour la motiver un petit peu plus et essayer d'enclencher quelque chose de pérenne. Et voir les pratiques d'activité, et donc le jardinage en fait partie, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on essaie de voir les représentations que la personne a de l'activité physique, c'est assez important parce que ça nous permet de cibler un peu la motivation aussi. Et donc, voilà ce qu'on peut proposer. On propose des programmes à domicile, des séances individuelles, séances collectives. On essaie de favoriser l'utilisation du pédalier en antenne. Et puis après, il y a des personnes qui n'ont pas d'intérêt à la pratique. Et donc, il y a des remarques qu'on peut aussi formuler à certains moments sur des fréquences cibles, des choses comme ça. Les résultats au test, donc force de préhension, test du 2 minutes step qui est facilement réalisable parce que court, donc on demande aux personnes de monter pendant 2 minutes. Et on compte le nombre de fois que le genou droit est monté à hauteur entre la rotule et la crête iliaque. Le test du SPPB qui comprend l'équilibre, la vitesse de marche, le lever de chaise sur 5. S'il y a un plafonnement du score au niveau de l'équilibre, on fait passer l'équilibre unipodal. Parce que ça nous permet aussi d'avoir une évolution qui est plus difficile. Et pareil au niveau du dit lever de chaise. Ensuite, on fait un suivi du patient, date, nature, observation en fonction du suivi.
Donc je vous l'ai dit, séance individuelle, 45 à 60 minutes, et l'idée c'est dès que c'est possible de passer les personnes sur des séances collectives, ou alors maintenant avec le dispositif Sport Santé sur ordonnance, envoyer des gens sur des structures identifiées avec des enseignants à pas autant que faire se peut. Et quand aucune de ces solutions est possible, on propose un programme individualisé à domicile. Et bon, lâcher les gens dans la nature, c'est pas simple. Et on fait un suivi 1, 3, 6, 12 mois pour voir un petit peu où c'est que ça en est. Et on réévalue à 1 an. Voilà un petit peu logiciel hémodialyse, on trace un petit peu, donc comme ça, ça permet aussi de faire un retour sur ce qui est fait au niveau des séances pour les médecins, néphrologues et qui suivent un petit peu leurs patients dans l'évolution des programmes. Donc on en a parlé, l'inactivité physique, on voit qu'il y a un très très fort lien au niveau de la sarcopénie. Je l'ai vu passer ce matin, c'était extrêmement intéressant, que ça touche surtout les fibres de type 2, c'est-à-dire les fibres rapides. On parlait d'âge moyen d'une personne atteinte d'une maladie rénale chronique, l'âge moyen il est très haut, problème de chute, d'accord. Et on sait que dans les chutes, les fibres musculaires les plus intéressantes pour nous, c'est les fibres de type 2, fibres rapides, qui nous permettent de réagir vite, d'accord, qui se contractent rapidement. Donc il y a une perte de la force musculaire en plus de la masse, donc de la dynapénie, et la dynapénie est 2 à 5 fois plus élevée que la fonte de masse musculaire, donc que la sarcopénie. Et on en a parlé, il y a une diminution aussi au niveau des mitochondries. Une activité physique, comme on le disait tout à l'heure, même légère, améliore le profil au niveau des risques cardiovasculaires. On en a parlé de ça, l'hypotoxicité, les performances. Ça ne se retranscrit pas toujours sur la masse musculaire. On l'a très bien vu avec le projet Bouge ta dialyse, puisqu'on a vu une évolution de la force musculaire des patients assez significative. Et par contre, on n'a pas vu au niveau de l'impédance-métrie une évolution de la masse musculaire. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Juste dire qu'en termes de travail aérobie, conseiller aux gens, et vous n'avez pas besoin de professionnels particuliers, de marcher. C'est la base de la pyramide. Voilà, c'est vraiment conseiller la marche. Apprenez aux patients à prendre une fréquence cardiaque, parce que sur la totalité, je crois que j'en ai 10% qui savent le faire. Alors que c'est une des bases. Prise et surveillance, nous ensuite on essaie de donner des fréquences cibles et donner du sens à l'activité. C'est pour ça que je dis que ça doit toujours avoir un format ludique, parce que les gens adhèrent beaucoup plus à ce que vous leur proposez quand c'est sympa. Renforcement musculaire contre résistance, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je remets aussi l'église au centre du village, comme on dit. Il y a plusieurs modes de contraction. Si j'ai un poids au niveau du bras et que je cible le biceps, là je vais dire que je fais une contraction concentrique, c'est-à-dire en raccourcissant le muscle. Là je fais concentrique, isométrique si je ne bouge pas, excentrique si je ralentis le mouvement, si je ralentis le poids vers le sol. Et on sait que ce qui est le plus préconisé et le plus à favoriser pour développer la masse et la force, c'est le concentrique, d'accord, c'est-à-dire le raccourcissement. Dans ce cadre-là, on sait aussi qu'on a parlé des fibres de type 2. Et en termes d'équilibre, je prends l'exemple du mollet, du coup, les gastrocnémiens qui sont derrière, qui sont des muscles très importants dans les petits déséquilibres de la vie de tous les jours. Si je veux renforcer les mollets, je vais tout simplement, là, il n'y a pas besoin de compétences particulières, on met la personne de pousser sur sa bonne épaule. On sait que les fibres de type 2 sont les plus importantes. Et quand on parle de vitesse d'exécution, c'est cet explosif-là qu'il faut rechercher. Donc au lieu de demander à la personne de faire ça, je lui demande de faire ça le plus vite qu'elle le peut. Et là, on va vraiment toucher les fibres de type 2. Et on sait qu'on est capable de transformer des fibres de type 1 en fibres de type 2 si on modifie le type de contraction. Et ça, c'est quand même super encourageant. Ne pas oublier donc les étirements, parce que bon, dans quel cas on ne va pas s'y pencher, parce que je pense qu'on a mangé la montre. Mais dans l'idée, voilà, c'est les étirements après un effort, ils ne sont pas conseillés, d'accord. Ils n'ont pas pour effet de travailler sur la souplesse. Donc c'est des séances purement d'étirement qui vous permettent de travailler la mobilité et la souplesse. Et équilibre, motricité, coordination sont des choses essentielles, puisque c'est des gens sédentaires, inactifs, souvent très âgés, et donc il y a un besoin particulier. On en a vu un petit peu, mais c'est donner du sens à ce qu'on fait. J'ai juste 2-3 petits témoignages à la fin dans une vidéo, et vous allez voir qu'il y a un des patients qui l'évoque, c'est-à-dire que chaque séance, j'explique pourquoi on fait les exercices. Et en fait, à partir du moment où ils comprennent pourquoi ils font un exercice, mais ils y adhèrent beaucoup plus facilement. Je vous laisse prendre les photos. Je ne m'étends pas du coup, et juste je vous montre la vidéo et après j'ai terminé. J'espère que le son sera bon.
Alors l'activité physique m'apporte très vite après la séance un état de bien-être physique et même aussi sur le plan psychique. Ça réduit les tensions psychiques. C'est Voilà. médecin généraliste. D'accord, et est-ce qu'il y a eu des effets sur le long terme? Alors, les effets sur le long terme, il n'y a pas de points négatifs, c'est toujours des points positifs liés à une meilleure à la réduction des douleurs chroniques que l'on peut avoir lorsqu'on a de l'arthrose évoluée en fonction de l'âge. Alors, On est sur un témoignage du ce lien que social. ça m'amène, eh bien, déjà, c'est le fait de dire que toutes les semaines, j'ai un point d'attache avec des gens sympathiques finalement, qui... Bon, ça me captive assez bien. Bon, c'est peut-être un petit problème de solitude là qui est... Ça a son importance. Ouais. Et puis, alors le bien-être évidemment des mouvements, de la gym qui est faite et qui est mesurée, expliquée. Ça, c'est très important pour moi de savoir comment fonctionne le corps et voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Est-ce que physiquement, il y a eu une évolution depuis que vous avez commencé? Ah oui, oui. D'accord, à quel niveau elle a été? Dans les mouvements généraux, dans la stabilité surtout. L'équilibre, Voilà. du coup. Quand je suis arrivé ici, j'avais des difficultés par exemple, à monter sur un petit monticule, enfin un truc. J'étais pas en sécurité. Que là, maintenant, je suis beaucoup plus sûr de moi. Super. Voilà, la marche aussi est beaucoup mieux. J'avais tendance à partir d'un côté, de l'autre. Voilà, je me suis un peu stabilisé. Parfait. Eh bien, j'ai été content de connaître cette loi. Ouais. Et ma pratique, c'est... Je ne pouvais plus marcher quasiment quand je suis arrivé. Et mon objectif, c'était en plus de promener mon chien, puisque je le faisais avant d'être malade. Et j'y arrivais plus, j'étais vraiment crevé, fatigué. Et alors petit à petit, grâce à mon coach, je suis arrivé à marcher un petit peu plus vite. Et vers la fin même, j'ai même pu courir sur un temps très très court. Des petites distances. Des petites distances. Et ça, c'est grâce à Laura. Ah, c'est sur l'aspect physique, ouais. Bien sûr. Et surtout aussi, on fait de la gym, ouais. Adapté bien sûr à ce qu'on a. Et ça m'apporte beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Sur l'aspect moral. Sur l'aspect moral, mais je crois que ça en fait partie. Bien sûr. J'ai toujours fait du sport avant d'être malade, pas mal de sport. Et ça me manquait vraiment, mais je ne pouvais pas. Et petit à petit, mais grâce à l'ORAD, j'ai pu le faire. Et c'est vraiment bénéfique. Vraiment bénéfique. Et puis je vois, je progresse assez rapidement. Je suis mieux dans ma peau. Ouais. Ouais. Super. Ben pour moi personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Sur quel niveau? Alors, au départ, je n'étais pas trop convaincu de l'activité, mais au fur et à mesure, j'ai vu que ça pouvait me faire que du bien, et ça me fait du bien. J'ai eu des séances un peu particulières, parce que je ne pouvais plus marcher suite au confinement du Covid, tous les bois étaient fermés. Donc, ces leçons particulières m'ont aidé beaucoup. J'ai un peu d'émotion. Hein. T'inquiète. Suite à ça, pour conclure, faire une activité adaptée avec des gens compétents soigne. Voilà ma conclusion. C'est une belle conclusion. Et ça soigne physiquement et moralement. Voilà, merci.